Hop. Donc on était en train de faire l'exercice 10 de 18. On a montré que IN plus H est inversible et on a même trouvé que son inverse, du coup, c'était la série pour K égale 0 à plus l'infini des moins H puissance K. Alors ce qui nous intéresse, c'est la suite. En déduire que l'application inv qui a M donne M-1 est différenciable en IN et déterminer la différentielle de l'inverse au point IN. J'aurais dû noter, excusez-moi, des inv en parenthèse IN plutôt que de le mettre en indice. C'est une faute de notation, ça. C'est indice, enfin c'est parenthèse IN. On vient de montrer que IN plus H moins 1, ça vaut la somme pour K égale 0 à plus l'infini des moins H puissance K. Comment ce calcul peut nous permettre de déterminer la différentielle de l'inverse en l'identité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer la différentielle de l'inverse en l'identité? On l'a vu ce matin. Soit par la méthode théorique. Ouais, c'est ça. C'est le truc où soit par la méthode théorique, on essaye de trouver un développement limité, soit en passant coordonnée par coordonnée. Vu le calcul qu'ils viennent nous faire, ils veulent nous faire passer par la méthode théorique ou coordonnée par coordonnée? On a une écriture suivant des puissances de H, donc on a une écriture entre guillemets polynomiale. Alors c'est une série, hein. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais polynomiale en H. Donc on est déjà sur un concept de développement limité si je coupe les puissances à partir d'un certain moment. Donc on est plutôt sur la méthode théorique que sur la méthode coordonnée par coordonnée. Si on avait voulu passer coordonnée par coordonnée, on vous aurait passé, puisqu'on est avec des matrices, sur les matrices E, I, J, où il y aurait un 1 à la position IJ et des 0 partout ailleurs. Ce serait ça notre base canonique, entre guillemets, et c'est ça qui permettrait de faire des calculs dans cette base. Du coup, il faut juste s'adapter aux notations. On veut voilà ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver la différentielle de l'inverse au niveau de l'identité. Donc on va aller calculer justement l'inverse en l'identité que je vais modifier d'un facteur h. Bah, ça tombe bien, l'inverse que je vais écrire comme l'identité déplacer un facteur h, c'est exactement ce qu'on a vu au-dessus, c'est ça, donc c'est exactement la somme pour k égale 0 à plus l'infini des moins h puissance k. Comment est-ce que vous allez me faire apparaître un développement limité à l'ordre 1 à partir de cette écriture-là? Un développement limité à l'ordre 1 en H. Monsieur, Oui. c'était pas autorisé, mais on prend la forme de la limite, enfin 1 sur 1 plus... IN, ouais, enfin, ou 1 sur 1 plus X, oui, bah, c'est ce qu'on a fait pour répondre à la question d'avant. Je vois pas comment ça... C'est son développement en série entière, c'est la même chose. Enfin, on va retomber encore sur ce calcul-là. Mais justement, un développement en série entière, en fait, ce n'est qu'un développement limité infini. Donc comment je vais faire pour avoir le développement limité à l'ordre 1? On sort des termes d'un seul. Lesquels? Les termes dont on a besoin, les premiers termes. Les termes pour k égale 0 et k égale 1. Tous les autres termes à partir de k égale 2 vont être en minimum en h carré et donc vont être négligeables. C'est juste ça le concept et le principe. Donc allons-y. On va l'écrire. Je suis où? Je suis là.
Ceci, je vais écrire que c'est... Alors, j'y vais doucement, mais c'est moins h puissance 0 plus moins h puissance 1 plus, je vais l'écrire comme ça, la somme pour k égale 2 à plus l'infini des moins h puissance k. Ceci, ça serait écrit du coup... moins h... Pardon, j'ai fait une bêtise. Moins h puissance 0, c'est in. Moins h. Alors, il nous reste deux choses à faire. D'après l'écriture qui est là, ce serait quoi la différentielle? Enfin, la partie qui est liée à la différentielle, ce serait laquelle? Ce serait le moins h. Ceci, on voudrait que ce soit la différentielle de l'inverse pris en in, en in pris en h. Du coup, faut juste y penser, mais c'est juste une histoire de notation, faut penser à dire quelque chose de ce in qui est devant. Si on veut écrire un développement limité, c'est quoi cette quantité-là? Ouais, alors c'est la fonction phi, mais nous, la fonction i, ici, elle s'appelle inv, mais oui, c'est vrai, l'inverse de la matrice in, c'est in. Donc on a le droit de dire que in, c'est l'inverse de in. Donc ici, on aurait bien quelque chose qui s'écrit comme ça. Alors je vais mettre plus petit o de h, si, du coup, cette quantité-là que je vais appeler, je vais l'encadrer, je vais lui donner un nom juste pour pas la recopier. Si la quantité que j'encadre là, que je vais appeler a, si A est un petit o de... On a bien la notation qu'on veut, si A est un petit o de H. Donc on est revenu comme on l'a avant, il faut montrer que c'est un petit o de H. Alors je peux aller regarder si vous voulez, on peut regarder la norme ou quoi que ce soit, mais ici j'ai pas forcément envie de passer en norme directement. Ce que je peux faire de ce truc-là, c'est plutôt, je vais factoriser ceci par h carré, vu que j'ai toujours du h dedans. Si je factorise par h carré, ça me fait du moins 1 puissance k, et il va me rester du h puissance k-2. Je peux décaler mes indices. Ça fait du h carré somme pour k égale... Enfin, alors, je vais changer mes indices, donc je vais bien le décaler vraiment. Je pose j qui vaut k-2. K-2. Donc, ça fait j qui va de 0 à plus l'infini, des moins 1 puissance j plus 2 fois h puissance j, sauf que moins 1 puissance j plus 2, c'est la même chose que moins 1 puissance j, puisque moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ceci, en fait, ça fait juste h carré fois... La série pour j égale 0 à plus l'infini des moins... Alors, je vais même plus le réécrire moins 1. Je vais réécrire moins h puissance j. Donc ça fait juste h carré fois la matrice, c'est celle qu'on a écrite avant. C'est in plus h moins 1, en fait. C'est la matrice de départ. Monsieur, Oui. juste là-bas, c'est après le différentiel inverse de in, c'est un signe moins. Non, c'est un signe point. Mais je mets un gros point parce que Okay. officiellement, il faudrait mettre des parenthèses autour de h. Mais comme pour les systèmes différentiels, ça ferait des parenthèses de parenthèses et c'est un peu lourd, donc on met un point. C'est égal à moins 1. Donc Ce terme-là, il vaut moins h. oui, mais des différentiels de 1 Alors, elle ne vaut pas moins 1. C'est l'application, on va le voir après, c'est l'application moins l'identité. Parce qu'à h, elle associe moins h. Donc c'est l'application moins l'identité. C'est juste ça. Toujours se dire qu'une différentielle, c'est une application linéaire. Et après, voilà, après c'est juste des notations et des calculs, mais toujours se dire qu'une différentielle, c'est une application linéaire. D'où pourquoi ça a à voir avec de l'algèbre et pas d'analyse, en fait, parce que c'est des calculs d'application linéaire. Donc, cette série-là, je peux l'écrire comme h carré fois quelque chose. Donc, je peux clairement l'écrire comme h fois
Et donc maintenant, je peux peut-être passer en norme, mais ceci, clairement, je peux le montrer. Donc j'ai mis h en facteur, et ceci, je peux clairement montrer que ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Alors c'est juste, ce qu'on peut dire, c'est que où je garde la série, j'aurais peut-être pas dû repasser en in plus h moins 1. J'aurais peut-être pas dû repasser en... J'aurais peut-être juste dû garder ma série parce que ça m'aide pas trop à dire que ça tend vers 0. Bon, c'est... Quoi qu'il arrive, entre guillemets, je peux dire juste que ceci, donc ceci, clairement, la norme de in de h fois in plus h moins 1, c'est clairement plus petit que la norme de h fois la norme de in plus h, pardon, moins 1. C'est moi qui trace mal mes normes, mais... pardon. Le moins 1, il est forcément à l'intérieur. Ceci, c'est une série convergente. Donc on peut dire qu'elle est... Puisqu'elle est convergente, elle est clairement bornée. Alors, série convergente, quel que soit h appartenant... Enfin, quelle que soit la norme de h plus petite que 1. Donc elle est clairement bornée au voisinage de 0. Du coup, si elle est bornée au voisinage de 0, ceci... Oula, pourquoi j'ai une flèche? Ceci, du coup, tend clairement, vu que c'est multiplié par h, ça tend quand h tend vers 0, vers 0. Donc, comme j'ai bien mis un autre h devant, ça s'écrit bien h fois quelque chose qui tend vers 0. Donc ceci, donc somme pour k égale 2 à plus l'infini des moins h puissance k est un petit o de h. Maintenant que j'ai prouvé que c'était un petit o de h, je peux donc dire que donc la différentielle de l'inverse pris en in pris en h, ça fait moins h. Ce qui veut donc dire que la différentielle de l'inverse pris en in, c'est l'application linéaire qui a h associe moins h, ce qui veut donc dire que l'application linéaire, la différentielle de l'inverse en l'identité, c'est moins l'application identité. Enfin, je devrais pas l'écrire comme ça, pardon, je devrais l'écrire comme ça, c'est pas une matrice. Je devrais l'écrire moins l'identité de l'ensemble Mn de R. C'est l'application qui a une matrice de Mn de R associe son opposé. Ok. Et maintenant on arrive... Alors ça c'est la question difficile du sujet qu'il faut arriver à franchir. Mais si ça tombe, la différentielle de l'inverse, c'est toujours de la même façon. Je remonte au sujet. Maintenant, montrer qu'elle est différenciable sur GLN de R et calculer sa différentielle. Soyons clairs, on vient de le faire en l'identité. On veut déduire que ça marche sur tout GLN de R. Il faut faire un lien entre ce qui vient de se passer en l'identité et ce qui se passe entre toute matrice de GLN de R. Donc allons-y pour la question 2. Notre but, c'est d'aller voir ce qui se passe quand on a une matrice pour tout M appartenant à GLN de R. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de, tout simplement, de l'application qui a M plus H. Enfin, qu'est-ce qu'on va aller pouvoir dire de M, l'inverse de M plus H, ce qui peut s'écrire M plus H moins 1. Comment vous faites le lien entre cette quantité et la matrice identité et l'inverse de et la différentielle de l'identité?
Monsieur, il faut d'avoir H sous forme de série, c'était utile pour juste. Oui, c'était pour la question d'avant, pour avoir le développement limité, pour trouver. En gros, maintenant qu'on a trouvé la différentielle de l'identité, le but c'est juste de ramener ce calcul-là au calcul de l'identité, dire ah j'avais la réponse pour l'identité, donc pour celle-ci c'est forcément celle-là. Mais du coup, la seule question c'est comment est-ce que je peux réécrire cette quantité-là. Alors, en gros, je veux lier cette quantité-là à un calcul du type. Alors, je vais vous l'écrire. IN moins H tilde. Enfin, le H n'est pas forcément pile le même, quoi, mais il faut le lier à un truc de la forme IN plus quelque chose. Comment vous allez lier le M plus H au IN? Qu'est-ce que vous faites comme calcul? Forcer à apparaître le. Je suis d'accord. Comment on va le forcer à apparaître? Qu'est-ce qu'on fait sur le calcul en M plus H? Ben, plus ou moins. C'est-à-dire on ajoute plus IN moins. Alors, le problème. Il y a un problème. Je comprends ton idée. Tu fais plus IN moins IN. Mais dans ce cas-là, si tu fais ça, on a bien IN qui apparaît. Mais maintenant, ce que toi, tu vas appeler H tilde, c'est M moins IN plus H. Est-ce que tu es d'accord que ce serait ça ton H tilde? Le problème, c'est que alors, le H qu'on a là va tendre vers 0, c'est le principe. Vu qu'on veut des petits taux et des choses, il faut des choses qui tendent vers 0. Mon H tilde à moi, pour que ça ait du sens et faire apparaître la différentielle de l'inverse, il faut que ça tende vers 0. Ton M moins IN plus H, quand H tend vers 0, il tend vers M moins IN et c'est pas... Donc c'est pas la bonne façon de faire apparaître le IN. C'était une façon, mais ça marche pas. Jamila? On multiplie par M-1. Donc on force un M-1 à apparaître. Ouais, alors c'est plutôt ça, mais il faut le faire proprement. Mais l'idée est là, hein, c'est juste comment on force M-1 à apparaître. Moi, je l'ai vu comme ça, mais c'est la même idée que toi, c'est comme ça que je le vois. J'ai forcé juste à l'intérieur du calcul ici, j'ai forcé la factorisation par M à gauche. Si je fais ça ici, j'ai forcément IN, et pour que ça marche, qu'est-ce que je dois mettre devant H? Ouais, un M-1, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut faire ça? Monsieur, A fois B moins 1, ça devient B moins 1 par moins 1. Exactement, c'est ce qu'on va utiliser ici. Maintenant que j'ai un produit de matrice, on a clairement que AB moins 1, c'est justement B moins 1, A moins 1. Du coup, ceci, ça fait IN plus M moins 1 H moins 1 fois M moins 1. Donc ceci, c'est l'inverse de la fonction IN plus M-1H fois la fonction, je peux la garder comme ça, celle-là elle ne me gêne pas, fois M-1. Et ceci, on en a fait le développement limité. Ça, d'après la question 1, ça va faire IN plus M-1H Alors, non, pardon, oui, c'est moi, excuse-moi, oui, je suis d'accord. Ça fait IN moins M-1H, vu que c'était l'application moins l'identité, plus, je vais l'écrire comme ça, un petit taux de M-1H, facteur de M-1. Du coup, ceci, je peux le réécrire comme M-1 si je développe, moins M-1H M-1, plus un petit taux de M-1H M-1. Et donc ça s'écrit bien sous la forme l'inverse de M, plus... Si j'ai bien fait mon travail, il faudrait que j'arrive à l'écrire comme la différentielle de l'inverse pris en M au point H. Donc ce qui voudrait dire que ceci, c'est ma différentielle, plus un petit taux de H. Et si c'est ça, j'ai trouvé la différentielle de l'inverse pris en, enfin l'inverse en M pris en H.
De façon générale, quelle que soit la matrice M de GLN de K. Ou de GLN de R, vu qu'on est dans les réels, on va pas s'embêter. Du coup, la première chose à dire, c'est pourquoi est-ce qu'un petit taux de M-1 H M-1 est un petit taux de H. Je vais juste le faire en norme ici. On a bien... Je vais aller faire la norme... Alors, un petit taux, pardon. Un petit taux de M-1 H M-1. Ça, je vais l'écrire comme quelque chose qui s'écrit norme. Je reviens à la définition, c'est quelque chose qui s'écrit norme de M-1 H M-1 fois epsilon de M-1 H M-1 avec epsilon de la matrice grand X qui tend quand grand X tend vers 0 vers 0. Epsilon est une fonction vectorielle qui tend vers 0. Oh, sauf que ceci, parce que l'inégalité, encore une fois, la norme que j'ai choisie est une norme sous-multiplicative. Ceci, c'est plus petit que la norme de M-1 fois la norme de H fois la norme de M-1 fois une fonction epsilon de M-1 H M-1. Donc ça peut se réécrire comme la norme de H fois un epsilon 2 entre guillemets de H. Où mon epsilon 2 de H, c'est norme de M-1 au carré c'est ceci. Et il me reste une seule chose à voir, c'est pourquoi est-ce que ceci tend vers 0 quand H tend vers 0. Alors c'est juste un truc bête. On sait déjà que la fonction epsilon tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc la seule question que je me pose, je fais peut-être du zèle de rédaction ici, mais c'est pourquoi est-ce que, en gros, il faut que je vérifie que ceci tend vers 0 quand h tend vers 0. Pourquoi est-ce que ceci tend vers 0 quand h tend vers 0 ? Un argument simple qui fait que ça marche. Ceci tend quand h tend vers 0, donc ceci tend quand h tend vers 0, car non, mais du coup, il faut que ce qui est à l'intérieur, il faut que le x tende vers 0. Donc il faut que moi, ce que j'ai encadré en rouge, tende vers 0. Ok, alors mais ce que tu utilises sans le dire encore une fois, c'est ce qu'on a déjà vu, c'est juste que l'application qui a h donne m-1 h m-1 est une application continue. Donc, et comment on va justifier qu'elle est continue en une ligne ? Parce que c'est une application linéaire. C'est juste ça. Car h donne m-1 h m-1 linéaire. Donc continue sur Mn de R de dimension finie. Enfin, je ne précise pas qu'il y ait de dimension finie, mais si je mets sur Mn de R, ça marche. Et donc j'ai bien le petit taux de M-1 HM-1, c'est bien un petit taux de H. Et on a bien par unicité de la différentielle que ce qu'on a vu, la différentielle de l'inverse pris en M au point H, on était tombé sur moins M-1 H M-1. Donc là, on ne peut pas lui donner de nom, hein. C'est pas moins l'identité, c'est l'application qui a une matrice H associe moins
m-1 fois h fois m-1. Monsieur, Oui. pour montrer qu'elle est différentielle, c'est de montrer que c'est un petit e de... Ouais, faut montrer qu'on a un DL à l'ordre 1. Donc, une fois que tu as pris ton terme qui était l'inverse en m, plus ton terme qui est que en gros en degré 1 en h, il faut montrer que tous tes autres termes sont un petit e de h. Voilà. Et si c'est pas clair, ça veut dire que ce serait pas différentielle. Bah, ou alors que tu n'as pas trouvé la différentielle, c'est peut-être qu'il reste des termes en h que tu as oublié dans tes termes que tu as mis derrière. C'est juste ça. Mais sinon, oui, pour montrer qu'elle ne serait pas différenciable, il faudrait trouver un point où on ne peut pas écrire ça comme que l'accroissement n'est pas en un petit o en racine de h par exemple, mais en matrice ça n'a pas trop de sens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en h puissance 1,5, ça montrerait que ce ne serait pas différenciable. Voilà pour ça. Donc on a fini avec cet exercice, hein, c'est vraiment un calcul classique. Alors je vais aller fermer la porte parce que parle plus fort que moi. Voilà pour cet exercice-là. On en fait un dernier, on a fini avec les différentiels théoriques, on a vu, il n'y a pas 36 méthodes. Hein. C'est soit on passe par la méthode théorique, soit on passe par la méthode coordonnée par coordonnée, et on doit trouver des différentiels théoriques. On fait le dernier. Alors je l'ai modifié par rapport à votre début de chapitre, c'est pour ça que j'ai redonné le chapitre. Il était un peu sec sinon mon exo quand même. Là je vous ai donné la réponse. Montrer que la différentielle du déterminant dans GLN de K est D de det de A pris en H qui vaut la trace de H fois la comatrice de A transposée. Je pense que vous voyez ça sur un exercice, vous dites il y a plein de symboles compliqués. Et... Déjà, première chose, pourquoi est-ce que je ne demande pas si la différentielle du déterminant existe? Parce que le déterminant est une application. Non, c'est pas une application. C'est une application multilinéaire. Plus que ça, on l'a déjà vu, c'était dans le chapitre 8, le déterminant est un polynôme en A. Du coup, si c'est un polynôme, c'est forcément de classe C1. Si c'est de classe C1, ça admet forcément une différentielle continue. Donc ça, c'est sûr. Donc la question, c'est comment on va trouver la différentielle du déterminant. Ok. Alors, on part encore une fois sur la méthode théorique, ça me va. On va aller calculer ce que c'est que le déterminant de... Bah mince, ça aurait pu écrire. On veut essayer de déterminer ce que c'est que le déterminant de A plus H à partir du déterminant de A. Alors, je vois bien un truc à faire. C'est de factoriser par A comme on l'a fait avant. Ce qui ferait du EN plus A moins 1 H. Mais déjà, rien qu'en écrivant ça... Ouais, si A n'est pas inversible, déjà, ça marche pas. Ensuite, si je fais ça... Je vais l'écrire det de A plus... c'est fois, excusez-moi. Mais maintenant, parce que je peux rien faire avec les plus dans les déterminants, je suis complètement bloqué à cette ligne-là. Alors je peux peut-être essayer de développer une stratégie comme pour l'autre exo, vous allez dire. C'est-à-dire, ah oui, mais du coup, si on arrive à faire quelque chose sur le déterminant en l'identité, on peut peut-être s'en sortir. Et je suis d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, je vais aller écrire à part déterminant de IN plus H, et comment vous continuez? Pardon? Non, ouais, il n'y a pas de règle de déterminant avec le plus.
Du coup, c'est typiquement le genre de situation où je ne vois pas comment simplement essayer de mettre en place la méthode du DL. Du coup, si je vois pas comment faire apparaître le DL, bah la seule méthode que je vois, qui est un peu cambouis ici, vu qu'il y a beaucoup de coordonnées, c'est de dire... Donc je vais préciser, hein, ceci pour moi, enfin ça me paraît pas simple, mais ceci n'aboutit pas. On peut peut-être le faire aboutir, mais ça me paraît utiliser des propriétés. Et je vois pas la trace et la transposée de la comatrice arriver dans les calculs, quoi. Je les vois pas arriver. Parce que la transposée de la comatrice, enfin ou même la comatrice, consiste à calculer des déterminants en enlevant des lignes et des colonnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Or, et c'est comme ça mon raisonnement, si je veux faire l'autre méthode correspond à dire je vais aller décomposer en faisant des coordonnées dans une base. Une base de matrice, ce sont mes fameuses matrices EIJ, où je mets un 1 en IM ligne et en JM colonne. Et ça, quand je dis que je vais supprimer des lignes et des colonnes pour faire un déterminant, mettre une matrice avec un 1 en IM ligne, JM colonne, je me dis, pas plus que ça, faut voir les calculs, mais je me dis, il y a peut-être un lien. Donc, c'est comme ça que je me dis que je vais le faire. Du coup, plutôt, soit B, la matrice des EIJ, avec I compris entre 1 et N, et J compris entre 1 et N, qui est la matrice, alors je vais préciser que EIJ, c'est la matrice où on met des zéros partout, et on met juste un 1 au niveau de la IM ligne et de la JM colonne. On est d'accord sur le principe de ce que sont les matrices EIJ? Ça, c'est une base de votre espace de matrice. Et donc maintenant, mon but, ça va être, je vais poser phi de t, la fonction 1 sur t fois déterminant, alors plutôt phi j, 1 sur t fois déterminant de A plus t fois la matrice EIJ moins déterminant de A, et je dois essayer de trouver la limite de cette fonction-là en 0. Et ça, ce sera ma dérivée partielle. Ok. Alors, là, je vois pas trop d'autres solutions que de dire qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah, j'ai gagné qu'en fait, quand j'ajoute à la matrice A TEIJ, j'ai un seul coefficient de modifié. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller écrire que ça, c'est, si je l'écris comme des colonnes, là, comme on a l'habitude, ça, c'est A11 jusqu'à AN1. Ensuite, j'ai A12 jusqu'à AN2. Je vais continuer comme ça. Ensuite, j'ai la colonne où je vais avoir A1J jusqu'à AI-1J. Puis là, je vais avoir AIJ plus T. AI plus 1J. Bon, mes colonnes sont pas très de bonne taille. Je vais aller jusqu'à ANJ. Et je vais continuer comme ça jusqu'à aller à A1N jusqu'à ANN. Bon, j'aurais dû faire mes autres lignes plus grandes. Et ça, je vais faire moins. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La question, c'est pourquoi est-ce que ça c'est petit? Comment vous allez me calculer? Comment vous allez me calculer ceci? En gros, tous les coefficients sont les mêmes. La seule chose que j'ai fait, c'est de faire apparaître... Ah, je trouve pas mon pointeur. Là en bas. La seule chose que j'ai fait, c'est à cet endroit-là, j'ai fait apparaître un plus t. Comment on va le calculer, ce déterminant?
Si vous le voyez pas trop, si j'appelle du coup, je vais juste prendre des notations. Si j'appelle justement les colonnes de A, si les colonnes de A, je les appelle C1 jusque Cn. En fait, je fais 1 sur T, déterminant de C1, C2, enfin, alors, je vais mettre 3 petits points, je vais pas finir. Et là, j'ai enlevé déterminant de C1 jusque Cn. Et là, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai mis CI-1, pardon, CJ-1, oui, merci. J'ai laissé la colonne CJ-1. Ici, j'ai mis la colonne CJ, mais au IM coefficient, j'ai mis un T. Donc, c'est comme si j'avais fait CJ plus... J'ajoute la colonne 00T, où ça, c'est à la IM coordonnée. Et derrière, je fais CJ plus 1 jusque Cn. Comment on le fait, ce calcul? Je l'ai rappelé plein de fois, ça. Il faut que vous sachiez le faire. Enfin, c'est utile pour ce genre de choses. Le déterminant est une forme multilinéaire. Je peux donc développer ceci par rapport à cette coordonnée. Si je développe par rapport à cette coordonnée, ça va me donner 1 sur T. Bah, je vais développer, je vais prendre dans cette coordonnée-là, je vais d'abord prendre CJ. Donc en fait, ça va me donner le déterminant de, si je prends ça dedans, de C1 jusqu'à Cn classiquement. Et après, je vais avoir plus le déterminant de C1 jusque CJ-1. La coordonnée d'après, je vais prendre 0, 0T, 0, 0. La coordonnée d'après, je vais prendre CJ plus 1 jusque Cn. Et maintenant, j'ai moins le déterminant de C1 jusque Cn. Et ce que j'ai gagné, bah, c'est que déjà, j'ai fait disparaître mon fameux det de A parce que le déterminant qui est là va se simplifier avec le déterminant qui est là. Il nous reste à comprendre comment on calcule ce déterminant là au final. Je vais le réécrire avec ce que j'avais écrit. Donc maintenant, on est ramené au déterminant A11 jusqu'à AN1. Je vais avoir A... On va faire le déterminant par rapport à la colonne T et on va faire T fois le déterminant de... Exactement, et ça va nous amener le fameux cofacteur, on va le voir apparaître. ANJ-1, ici ça va faire un 0 avec un 0, un T quelque part au milieu, un 0 et des 0. Et après vous avez 1J plus 1 jusqu'à 1N. Et vous allez de ANJ plus 1 jusqu'à... Est-ce qu'on est d'accord que c'est ça qu'il faut calculer? Oui. J'ai pas compris comment on a utilisé une fonction multilinéaire. Une fonction multilinéaire, c'est qu'elle est linéaire par rapport à chacune de ses coordonnées. Et là, où est-ce qu'on a appliqué Bah ici, j'ai fait ma linéarité par rapport à la jème coordonnée. Donc d'un côté, je vais mettre le bout en CJ à gauche, ce qui fait que ça va me donner exactement le déterminant qu'on avait avant, celui de A. Et de l'autre, je vais mettre le vecteur colonne 0 avec un T au milieu à droite. Ce qui va me donner le déterminant qui est là en bas. Déterminant que je peux développer par rapport à la jème colonne. Ceci va donc me donner, vu que ce truc-là est en IM ligne, ça va me donner un 1 sur T, moins 1 puissance I plus J, vu que je suis à la jonction de la IM ligne et de la JN colonne. Je vais développer par T. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici... Alors, je vais l'écrire comme ça, mais A privé de sa JM colonne et IM ligne. On est d'accord que c'est exactement ce que j'ai mis ici.
c'est ce qu'on appelle le mineur d'indice IJ. Parce que normalement, l'année dernière, on l'a encore jamais renoté en classe. Mais ça se note delta IJ, ce mineur-là. C'est un I plus J, hein, ça. Pardon, c'est pas un I plus 1, c'est un I plus J. Delta IJ étant ce qu'on appelle le mineur d'indice I plus J. Bon, bah, les t se simplifient. Ceci, ça fait juste moins 1 puissance I plus J. Oula. Si je mets pas bien une parenthèse, ça ne peut pas aller. Moins 1 puissance I plus J delta IJ. Bon, bah, forcément, si ça ne dépend pas de t, ça tend quand t tend vers 0 vers moins 1 puissance I plus J delta IJ. Le mineur, c'est juste une notation, mais ça donne une... Bah, le mineur, c'est le calcul du déterminant quand tu as enlevé la ième ligne et la jème colonne. Ah, c'est pas le mineur, c'est-à-dire le plus petit. C'est pas le minorant où il n'y a pas de notion comme ça, c'est ce qu'on appelle un mineur d'une matrice, c'est tu coupes la jm ligne et la im, enfin la im ligne et la jm colonne, et tu as un nouveau déterminant à calculer. Et comment se remplit, avec tes moins 1 puissance j en plus bien sûr, et comment se remplit la comatrice avec les mineurs. Le premier coefficient de la comatrice c'est le mineur d'ordre 1,1, le deuxième coefficient c'est le mineur d'ordre 1,2, etc. Donc ça, c'est bien comme... En fait, c'est bien comme de AIJ. Ok? Donc on n'a pas fini. Ça tend vers ça vaut ça. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que pour tout IJ, la dérivée partielle selon... mais en dérivant par rapport au... Alors, c'est une seule dérivée. Hein. C'est juste, je dérive par rapport au vecteur EJ. Bah, tiens, je vais peut-être le noter comme ça. Mais normalement, on est censé la noter droite. Du coup, c'est plutôt la dérivée selon le vecteur EIJ du déterminant pris en A. Bah, ça fait comme de AIJ. Ce que je vais peut-être noter, du coup, si je veux le noter en dérivée partielle, je vais peut-être le noter comme ça. C'est la dérivée du déterminant, mais plutôt que de le mettre par rapport à xi, je vais mettre par rapport à EIJ, juste pour qu'on comprenne bien que c'est j'ai dérivé par rapport à ça. Du coup, ça veut dire quoi? Bah, nous, ce qu'on cherche, c'est la différentielle. Donc, on cherche à dire maintenant, et du coup, la différentielle du déterminant pris en A, pris en H, c'est la somme pour IJ entre 1 et n carré de toutes mes dérivées partielles fois les petits HIJ que je vais pouvoir calculer. Pour chacun de mes petits vecteurs, je vais devoir créer un petit coefficient H1, H2 jusqu'à HNN. Donc ça va me faire ça. Donc ça me fait la somme pour I égale 1 à n de la somme pour J égale 1 à n des HIJ fois la comatrice de A pris en IJ. Et maintenant, je vais juste remettre l'énoncé. Il faut juste qu'on fasse le lien entre ce calcul qu'on vient de faire et ce qu'on cherchait. On cherchait... c'est peut-être ça que je dois faire. Ouais. Non. Bon, il m'a tout recopié cet andouille, mais c'est pas grave. Je vais le recopier là quand même. Enfin, je vais le mettre en bas pour qu'on l'ait. Donc, notre but, c'était de prouver ça. Pourquoi est-ce qu'on y est presque? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Il y a deux trucs à dire.
Ah, il nous manque une transposée déjà. Donc on peut la faire apparaître. Ça va peut-être vous donner la deuxième idée. Donc si j'ai du com2AJ, c'est comme si j'avais du transposé, enfin com2A transposé, indice J. On est d'accord? Donc ça va devenir la somme pour I égale 1 à N de la somme pour J égale 1 à N des HIJ. C'est la transposée sur votre comatrice de 1. Oui, c'est pour ça que j'ai mis un grand T à droite comme les notations officiellement au programme. Donc ça, c'est le coefficient indice JI de la transposée de la comatrice. J'espère que si vous tombez sur ça, ODS, enfin sur ça, sur ce calcul-là, vous savez quelle est la formule ou l'argument qui permet de passer à la ligne d'après. C'est quoi ce calcul, somme des HIJ, comatrice des JI? C'est le calcul de l'inverse. Zut, non. C'est la transposée. C'est la définition, ceci. C'est la définition du calcul du produit matriciel. C'est la somme des A, IK, BK, J. Donc ça, c'est la matrice H fois com de A transposé d'indice. Puisque ce qui varie, c'est J, qui sont les deux indices au milieu. Ça vous donne l'indice ici. I. Du coup, il vous reste maintenant la somme pour I égale 1 à N des H de comatrice de AT II. Et ça, c'est la définition de la trace. Bon, pas facile cet exercice, mais c'était pour vous montrer un cas où vraiment, je ne suis pas capable de vous prouver cette formule en passant par le DL. Je vois pas comment on passe par le DL pour faire ça. Alors soyons clairs, si c'était un sujet de concours, il y aurait une question pour calculer la dérivée partielle d'indice IJ et une deuxième question pour conclure à la différentielle générale. Là, c'est juste comme on est en classe ensemble, je sais qu'on peut le faire comme ça. Ok. Bon, voilà pour ces calculs de différentiel. On a fait 3 exos. On a fait les deux méthodes. Un où le DL marchait bien. Et un où là, c'est plutôt le calcul coordonnée par coordonnée qui marchait bien. Bon, soyons clairs, ces histoires de différentiel, sauf cas très particulier, je vous en ai mis un en TD, je crois. Ça tombe pas à CCINP ou à E3A. Il y a une question dans le cas particulier où c'est l'identité pour une application à CCINP. Par contre, ça peut tomber à Centrale et Minpont. C'est pour ça que si vous regardez la fin de votre poly, là, il est bourré de sujets Centrale Minpont. Parce que ça tombe. Il faut savoir déterminer des différentiels théoriques à Centrale ou Minpont. Alors, encore une fois, il y a un exercice que je voudrais refaire, mais que je vais... Alors, je vais juste en parler. Je zappe l'exercice 10.2.17. On le fera plus tard. Quand on aura fini les exos du chapitre, d'avancer sur les points de cours du chapitre, je veux qu'on ait des notions intéressantes avant ça. Donc c'est pas la priorité, on reviendra dessus sur les priorités de c'est différenciable à tel endroit, c'est pas différenciable à tel endroit, ou comment on fait dans les cas compliqués plus tard. Je veux qu'on avance sur les autres paragraphes. Alors, j'ai mis en troisième paragraphe la dérivée le long d'un arc et la notion de vecteur tangent, même si c'est pas... comment dire ? Si c'est pas capital, parce que j'en ai besoin pour vous faire des équations aux dérivées partielles. Mais on va pas commencer à faire des équations aux dérivées partielles aujourd'hui, vu que c'est pas un type d'exercice, comment dire, capital. Je veux plutôt qu'on aille sur la notion de développement limité, vu qu'on est encore là-dessus, développement limité à l'ordre 2, et donc la notion de Hessienne. Pour ça, avant de passer au développement limité à l'ordre 2, j'ai besoin de vous parler de fonctions de classe CK avec K supérieur ou égal à 2. Mais en fait, on va jamais aller au-delà de l'ordre
2. On va juste se limiter aux fonctions d'ordre 2. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de classe CK? La définition qu'on en donne. Bah, on va le faire en plusieurs temps. Je vais passer ça de l'autre côté pour pouvoir écrire dessus, sinon c'est vrai qu'on voit pas trop ce que je fais. Enfin, plutôt du côté vidéo. Hop. Hop. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de classe CK? Déjà, première chose, c'est quoi des dérivés? En fait, on va parler de dérivés partiels d'ordre supérieur. J'ai déjà une dérivée partielle d'ordre 1. Je sais déjà ce que c'est que df sur dxj, par exemple. Mais ceci est bien une fonction qui a x. Enfin, si, plutôt, je vais le noter comme ça sur le côté, pardon. Je vais passer à la page d'après, ce sera plus simple, en fait. Et je vais mettre mon truc dans la marge, comme ça, j'aurai plus de place de l'autre côté. C'est juste pour expliquer le concept. Hop. Si je peux calculer la dérivée de f par rapport à la variable xj en un point x1 jusque xn. Ceci est une fonction de la variable x1 jusque xn. Si je vois cette fonction df sur dy comme une fonction g, je peux me demander si cette fonction g admet des dérivées partielles dans toutes les directions. Dans ce cas-là, si je veux la dériver par rapport à i, je vais aller chercher ce que c'est que dg sur dxi. Et ça, en fait, je vais juste le noter comme la dérivée seconde de f par rapport à i, puis par rapport à j. Donc, si cette fonction-là, dj de f, ou pareil que df sur dxj, admet une dérivée partielle selon la im coordonnée, on va la noter comme ça, ou on va la noter d de f sur dxi, dxj. Du coup, si je peux calculer la dérivée seconde, de façon plus générale, ce qu'on va noter la dérivée km de f par rapport à dx1, dxk, c'est la dérivée partielle d'ordre k qui correspond à dérivée par rapport à i1, la dérivée qui était la dérivée par rapport à i2 de la dérivée par rapport à la variable ik de f. C'est très très lourd en notation, mais il faut juste comprendre que j'ai le droit de dériver. Tant que je peux dériver par rapport à n'importe quelle variable, une fonction de plusieurs variables. Et du coup, une fonction va être dite de classe CK si toutes les dérivées partielles d'ordre K de f existent et sont continues sur oméga. Alors c'est un peu lourd, mais ça va rien changer pour nous montrer qu'une fonction est C2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des composés de fonctions de classe C2 qui vont être, si c'est des fonctions de plusieurs variables, en fait juste des fonctions polynomiales. Et si elles ne sont pas polynomiales, on va devoir regarder coordonnées par coordonnées, mais en gros, on va regarder que des fonctions polynomiales pour pas trop s'embêter. Mais en gros, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Si vous avez, par exemple, une fonction de deux variables, je dis n'importe quoi, je sais plus ce que j'ai fait ce matin, mais un truc qui ressemble à ça, je crois. J'ai dû faire un truc qui ressemble à ça. Ceci est une fonction de deux variables. J'ai combien de dérivées partielles si je veux aller regarder ces dérivées à l'ordre 2? Je peux aller regarder déjà ce que c'est que df sur dx, on l'a fait ce matin. Je peux aller regarder ce que c'est que df sur dy. Alors si je refais le calcul rapidement, c'est la dérivée d'un produit. Donc ça va faire exponentielle de xy, plus y fois exponentielle de xy. Ça va faire exponentielle de xy plus x plus y, facteur de y exponentielle de xy. Et ça en bas, ce serait la même chose, sauf que c'est symétrique, donc ça ferait ceci. Bon, ça on l'a fait ce matin. Donc ce que je suis en train de vous apprendre là, c'est que ceci, maintenant, cette fonction-là, je peux la voir comme une fonction de x et de y, donc je peux aller calculer la dérivée de cette fonction-là que je vais noter comme ça. Je peux la dériver par rapport à x. Alors si je la dérive deux fois par rapport à x, je peux la noter comme ça, mais je peux aussi aller la noter deux fois. Je peux dériver par rapport à y, ce qui était déjà dérivé par rapport à x. Et si je le fais ici, je peux aussi le faire ici. C'est-à-dire que je peux aller calculer la dérivée de f. Je peux dériver par rapport à x qui était déjà dérivé par rapport à y. Et je peux dériver ça aussi par rapport à y deux fois.
Du coup, si je le fais, je vais juste le faire pour ce cas-là pour vous montrer. Ça va être un peu lourd et un peu long, c'est pas très intéressant. Mais je veux vous montrer quelque chose. C'est que si je dérive ça, donc par rapport à x une deuxième fois, bah ça va me refaire y exponentielle de xy. Si je dérive ça par rapport à x, y est une constante, donc je peux la mettre devant. Bah ça va me faire y exponentielle de xy. Et ça va me faire, si je dérive ce terme-là, je vais me retrouver avec du x plus y carré exponentielle de xy. Bon, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est celle en y. Donc si celle-ci, je la dérive par rapport à y, je vais me retrouver avec du x exponentielle de xy. Alors là, faut pas que je me trompe, il y a un triple produit. Donc si je dérive la première par rapport à y, je vais me retrouver avec ça. Si je dérive la deuxième par rapport à y, je vais me retrouver avec ça. On dérive par rapport à y. Oui, là je dérive par rapport à y. Donc il y a bien trois fonctions en y. Là, il y a celle-ci, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc le troisième morceau, ça va être x plus y carré exponentielle de xy. Ça change quoi si on a commencé par dériver par rapport à x d'abord? C'est justement ce que je voulais vous montrer. Je vais peut-être pas faire la calcul en df2, mais je vais faire celle-ci, celle qui m'intéresse, celle en dx, une fois qu'on avait déjà dérivé avant par rapport à y. Si je le fais, ça va me faire du y exponentielle de xy, plus si je dérive par rapport à x, ça va me faire du x exponentielle de xy, plus si je dérive ça va me faire du x plus y exponentielle de xy, et je vais me retrouver avec un dernier terme qui va être x plus y, x carré, x plus y carré exponentielle de xy. Oui. Oui. Ah, si, j'ai changé de variable. J'allais dire, je viens d'avoir un problème, j'ai fait une erreur. Je viens de m'en rendre compte à l'instant d'Aouda, mais t'as bien fait de le voir. Merci. Je venais de voir qu'il y avait un problème, mais je savais pas où. Parce que sinon, j'avais un gros problème. Merci. Ici, c'était pas... Ouais, j'ai changé de variable, donc ici, c'est pas un y carré, c'est un xy. Et ici, comme je change de variable, c'était un x avant, donc maintenant, c'est un y. Donc tout ça, justement, pour vous montrer que ce terme-là, je le retrouve ici. Ce terme-là, je le retrouve là. Ce terme-là, je le retrouve ici. Et ce terme-là, je le retrouve là. Donc, on peut dériver une fonction qui est comme ça, on peut la dériver par rapport à chacune de ces variables deux fois. Et juste pour vous montrer, rien qu'en faisant une fonction qui va de R2 dans R, je vais me retrouver avec 4 dérivées partielles d'ordre 2. Est-ce qu'on est d'accord? Si j'avais fait une fonction de R2 dans R2, j'aurais eu 4 dérivées partielles pour la première fonction et 4 dérivées partielles pour la deuxième fonction. Ce qui veut dire que je me serais retrouvé avec 8 dérivées partielles d'ordre 2. Et alors, juste pour vous expliquer ce qui peut se passer d'autre, de horrible, imaginons que je veux aller faire une fonction de R3. Alors, je vais juste vous en refaire un pour vous faire comprendre. Oui. Cette égalité, elle est valable sauf si la fonction est symétrique, c'est-à-dire f de xy de y. Ça marche tout le temps, en fait. C'est ce qu'on appelle le théorème de Schwartz. On va l'admettre, mais on a toujours le droit de dériver dans n'importe quel sens. Mais pour une seule dérivée, non. Pour n'importe laquelle. La dérivée de f... Enfin, attention, la dérivée de x deux fois, c'est pas forcément la même dérivée de y deux fois. Oui. Mais faire dx dy ou dy dx, c'est la même chose. Malgré que f de xy n'est pas forcément... Ouais, complètement n'est pas forcément égal à f de yx. Complètement. Je vais le montrer tout de suite, c'est ce qui est écrit là, c'est le théorème de Schwartz. Donc c'est admis, mais si on vous demande de l'énoncer, c'est celui-là. Mais c'est juste dire, on a le droit de dire pour n'importe quelle fonction de classe C2, que dérivé par rapport à xi plus yj ou dérivé par rapport à xj, c'est la même chose. Ce qui fait qu'en fait, il y aura moins de calcul à faire. Mais juste, si on est de R3 dans R, il y aurait combien de dérivées partielles d'ordre 2 ? 2 puissance
Donc si on est de R3 dans R, on a des variables x, y, z en entrée. Et une seule fonction à l'arrivée. 6. Non. Je dérive par rapport soit x, y, z, donc j'ai 3 possibilités. Et je finis sur x, y, z en possibilité, j'en ai 9. J'ai 9 dérivées partielles. Alors, c'est pas à savoir et c'est pas à faire, mais c'est ingérable. Ce que je veux dire par c'est ingérable, si je pars de Rn dans Rp, le nombre de dérivées partielles que je vais avoir, c'est n au carré fois p. P, c'est la dimension du enfin, c'est le nombre de coordonnées que j'ai à la fin. Donc, imaginez, ça c'est pour une fonction de classe C2. On n'a vraiment pas envie d'aller jusqu'aux fonctions de classe C3. Vous êtes d'accord? Ou CK. Vous imaginez le nombre de dérivées partielles? Enfin, c'est ingérable. On ne se rend pas compte du nombre de calculs qu'il y a besoin pour dériver une fonction de plusieurs variables plusieurs fois. Enfin, c'est énorme. Donc, nous, on va se limiter vraiment à 2 cas. On ne va faire des exos sur ces notions-là que avec des fonctions globalement déjà de Rn dans R. Mais si n est théorique, je vous assure que les fonctions seront symétriques, ce qui donnera plein de simplifications des calculs de dérivées partielles. Et si les fonctions ne sont pas symétriques, on va se limiter, nous, à des fonctions de R3 dans R et de R2 dans R. Parce qu'en gros, dans ces cas-là, on a 4 calculs de dérivées partielles ou 9, c'est-à-dire que ça va remplir des matrices de 2 ou des matrices 3-3. Et à partir de ça, on va repartir dans des calculs, encore une fois, des calculs matriciels. Ok, on va créer des matrices de dérivées partielles qui sont des matrices de 2 ou 3-3. J'aurais dû mettre des exos de calcul de dérivées partielles. Je vais peut-être en faire un ou deux quand même qui sont pas prévus dans le poly, mais juste pour qu'on en ait fait. Ok. Du coup, allons-y. Je finis juste ce paragraphe-là et j'explique le DL d'ordre 2 qui va beaucoup m'intéresser. Je vais pas expliquer ma propriété 10, 4, 30 parce que je le ferai quand on fera des équations dérivées partielles. C'est ça qui va m'intéresser. Là, la seule chose qui m'intéresse, c'est au cas où on en a besoin, pour justifier qu'une fonction est de classe C2, c'est que si je compose deux fonctions de classe CK, j'obtiens encore une fonction de classe CK. Si je fais une combinaison linéaire de deux fonctions de classe CK, c'est une fonction de classe CK. Et si je compose une fonction de classe CK par une application multilinéaire, j'obtiens une application de classe CK. Donc on a les mêmes règles qu'on avait pour les fonctions C1, on les a pour les fonctions CK. Ok. Donc maintenant, je reviendrai sur le reste plus tard. Je change de paragraphe. Je vais juste parler de mon paragraphe 10.5, parce que c'est celui-là qui m'intéresse le plus. On va se limiter aux fonctions qui vont de Rn dans R. Et pourquoi je veux qu'elles aillent dans R? Parce que mon but, c'est de faire ce qu'on appelle de l'optimisation. L'optimisation, c'est trouver des maximums ou trouver des minimums. Et je vous rappelle, c'est un truc bête, mais que j'ai déjà dit et qu'il faut avoir en tête. Le problème, c'est que si on arrive dans un endroit qui n'est pas R, comparer ce vecteur-là, qu'est-ce que je voulais faire? Comparer ces deux vecteurs, ça n'a pas de sens. Lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, ça n'a pas de sens. Donc, le seul cas où on va pouvoir comparer des fonctions pour essayer de parler de la notion de maximum ou de minimum, le seul cas qui va marcher, c'est le cas où les fonctions arrivent dans R. Donc, le seul cas qu'on va considérer, c'est des fonctions qui partent de Rn pour arriver dans R. C'est le cas qu'on va considérer pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'optimisation. Essayer de parler de maximum ou de minimum de fonctions. Alors, juste par rapport à ce qu'on a fait ce matin. Si une fonction va de Rn dans R, sa différentielle, on va pouvoir la calculer. C'est une situation un peu particulière, c'est pas une jacobienne classique. Si on va de Rn dans R, sa différentielle va être calculée par rapport au gradient. Donc on aura un vecteur dérivé, en gros, quand on sera dans ces situations-là. Et après, on va voir, on aura une matrice des dérivées secondes. C'est ce qu'on va appeler la matrice hessienne. Oui. Donc,
Allons-y sur le poly, juste pour passer les notions qu'on maîtrise, enfin que vous avez déjà entendu parler l'année dernière et qui se comprennent bien d'un point de vue graphique. C'est juste des définitions, mais on va passer dessus pour dire qu'on les a vues. Donc, vous avez déjà vu ces notions normalement dans R. Qu'est-ce qu'on appelle un minimum local ou un maximum local? Bah, c'est un voisinage d'un point, ou lequel pour tout élément du voisinage, je vous rappelle qu'un voisinage ça peut contenir une petite boule autour, je vais avoir la fonction f de x qui va toujours être plus grand que f de a. Si c'est ça, je vais dire que la fonction f admet un minimum local en a. Et bien sûr, si c'est dans l'autre sens, si l'inégalité est dans l'autre sens, je vais dire qu'elle admet un maximum local ou un maximum global en a. Si vous regardez ma fonction de fx de x, y, z que j'ai tracée, est-ce que vous comprenez bien le fait qu'ici et ici, j'ai des maximums... Alors, je vais montrer. Ici et ici, j'ai des maximums locaux sans que ce soit des maximums globaux. On a un maximum global si c'est vrai sur toute la surface. Et pareil, ici, j'ai un minimum local qui est pointé, et ici, j'ai un minimum global. Donc ça, c'est juste un truc de définition bête et méchante. On a des maximums locaux si localement, bah, ma surface est un maximum. Donc en gros, si localement, est-ce qu'on est d'accord qu'on a un maximum si globalement ma surface, j'essaye de la tracer, mais c'est compliqué, si ma surface, c'est le haut d'un ballon. Vous voyez ce que je veux dire par le haut d'un ballon? Et à l'inverse, j'ai un minimum si ma surface, localement, c'est le bas d'un ballon. Entre guillemets, si j'arrive à faire ça avec ma surface, enfin si j'arrive à faire ce que je fais avec ma main là, avec le bas de ma surface. Ça, ce sera un minimum local. Si mon point n'est pas comme ça, bah, j'aurai pas de minimum local ou j'aurai pas de minimum global. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? C'est le principe graphique, le seul principe graphique important à comprendre pour comprendre ce qu'on va faire derrière. Du coup, quelle va être mon idée? Mon idée va être la suivante déjà. Alors, je vais continuer quand même un tout petit peu, mais vous le savez, si j'essaye de trouver le maximum ou le minimum d'une fonction, où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher parmi les points où la dérivée s'annule dans R. Vous êtes d'accord? Donc nous, on va aller chercher les minimums et les maximums de fonctions dans les points où, bah, ce qui est l'équivalent de la dérivée. Donc pour nous, c'est la différentielle. Mais on est dans le cas des fonctions de Rn dans R. Donc on va aller chercher les maximums et les minimums dans les points qui annulent le gradient. Donc un point qui annule le gradient, c'est ce qu'on va appeler un point critique de la fonction. Normalement, ce mot de vocabulaire, vous l'avez déjà vu l'année dernière pour les fonctions de R2 dans R. Donc nous, on la généralise juste pour les fonctions de Rn dans R. Mais on va appeler un point critique un point qui annule le gradient. Donc maintenant qu'on a ça, on peut avancer sur les propriétés de cours. Hop. Alors je vais y arriver. Hop. Mince, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais juste prendre ça pour vous l'expliquer. Bah, comment on va faire pour expliquer que... Alors, justement, la propriété que vous avez vue l'année dernière et qu'on va refaire, c'est que si on a un ouvert... Alors, j'insiste, là, le mot est ultra important, vous pouvez l'encadrer, parce que ça va jouer sur ce qu'on va faire après. Parce qu'on va en reparler dans R. Si F est C1 sur oméga, qui est un ouvert de E, les extrémums locaux de F sont à chercher parmi les points critiques. Alors maintenant, je vais vous rappeler, c'est un truc que vous avez peut-être dans les fonctions réelles. Alors dans R, je vais remettre plutôt la phrase que vous devez avoir dans votre cours de l'année dernière. Moi, je le faisais en une phrase, mais dans R, les extrémums locaux de F
sont à chercher où? Quand vous avez fait l'étude des fonctions réelles, où est-ce que vous cherchiez les extrémums de f? Les variations Elles sont à chercher parmi les points qui annulent la dérivée et autre chose. Sur R, vous deviez chercher... la dérivée, elle change de signe. Alors les points... du coup, la dérivée s'annule. Elle s'y annule, donc elle change de... Oui, alors, je suis d'accord, si elle s'annule sans changer de signe, on aura un point... Enfin, ouais, elle va pas... Je suis d'accord qu'elle va pas changer de variation, on aura juste un plat comme la fonction x cube. Et donc, il n'y aura pas d'extrémum. Mais c'est quand même à chercher parmi les points qui annulent la dérivée. C'est-à-dire que justement, ça veut bien dire que tous ne sont pas forcément des extrémums, mais ils sont à chercher parmi ça. Mais dans R, vous avez autre chose à chercher que les points qui annulent la dérivée. Parce que dans R, on ne travaille pas forcément, justement, c'est pour faire le lien avec le mot ouvert que je disais, on ne travaille pas forcément avec des intervalles ouverts. Ce que vous avez, c'est, vous pouvez chercher là où, ouais, ou au bord du domaine. Moi, je l'écrivais comme ça, mais où au bord du domaine de f. Bah oui, arctangente. Arctangente, son maximum, elle n'a pas de valeur parce que ses limites donnent la valeur max, la borne sup et la borne inf, par exemple. Mais même une fonction qui est continue sur un segment, elle peut très bien atteindre son minimum et son maximum au bord du segment et pas les avoir au milieu, entre guillemets. Si je vous fais un graphe d'une fonction comme ça, alors j'ai peut-être des extrémums locaux au milieu, mais si je vous fais une fonction comme ça, là, clairement, son maximum, il est là, et son minimum, il est au bord de là, si je mets des croix et si j'inclus. Donc, sur un ouvert, ça ne pourra pas se produire, parce que je ne peux pas l'atteindre, ce maximum ou ce minimum. Donc, si je cherche des extrémums locaux de ma fonction sur un ouvert, c'est forcément parmi les points critiques. Et j'insiste maintenant là-dessus, parce que des exos méchants, toute la théorie de ce chapitre, je dis bien 100% de la théorie, se font sur des ouverts, et des exercices méchants vont aller vous le faire sur des fermés. Qu'est-ce qui va changer? C'est qu'il faudra aller chercher sur la partie ouverte les points critiques, et comme vous faites dans les réels, aller chercher ce qui va se passer au bord, donc sur le bord du fermé, entre guillemets. Ce sera même des compacts, carrément, vu que ce sera des fermés bornés. Mais donc, il y aura des exercices méchants où on va sortir de la théorie en disant « Je vais chercher les points critiques, et en dehors des points critiques, je vais aller chercher ce qui se passe au bord. » Mais donc, sur un ouvert, sinon, dans la théorie, il n'y a qu'au niveau des points critiques où on va chercher des extrémums locaux. Et tu l'as très bien dit, Jamila, il va se passer quelque chose. Je remonte même sur le dessin qui est là. Tu m'as dit, si la dérivée s'annule mais sans changer de signe, on va pas avoir d'extrémum. C'est un peu ce qui se passe là. J'ai dit qu'on avait un extrémum si j'avais un point où, en gros, j'étais sur le haut d'un ballon. Alors, je vais imaginer un troisième type de point. Je vais essayer de faire un dessin comme ça. Peut-être en 2D en faisant deux directions de deux couleurs. Mais si ma surface, elle fait ça, en un point. Alors j'essaye, je devais en ramener, j'ai oublié. Je devais vous ramener des Pringles. Parce que, imaginez un Pringles. Est-ce que vous voyez la forme d'un Pringles? C'est ce que alors, c'est super bien dessiné. Je viens de vous dessiner un Pringles. Un Pringles, dans un sens, c'est courbé comme ça. Et dans l'autre, c'est courbé comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un Pringles, c'est courbé dans un sens, comme ça, et de l'autre, comme ça? Est-ce que ma fonction est au milieu du Pringles? Il y a un point où ma dérivée, elle est plate dans ce sens-là, et elle est plate dans toutes les directions, ma dérivée. Donc mon vecteur dérivé, il est nul. J'ai un point qui annule le gradient. Par contre, j'ai un point qui annule le gradient, mais j'ai pas de maximum local, parce que c'est peut-être comme ça dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, j'ai plutôt un minimum local. Et là, dans ce sens-là, c'est pas un minimum local, parce que dans ce sens-là, c'est minimum, mais dans l'autre sens, c'est maximum. Un Pringles, c'est un point qui annulera
le gradient, mais qui ne sera ni un maximum ni un minimum. On va mieux comprendre cette idée de le dessus du ballon, le dessous du ballon et les deux ensemble en allant un petit peu plus loin, mais c'est vraiment l'idée et le concept de ce qui va se passer sur ce truc-là. Avançons du coup. Oui, donc la preuve, l'idée de la preuve, c'est exactement ce qu'on a dit. Comment on a dit l'idée de la preuve? Qu'est-ce que c'est qu'un point? Pourquoi est-ce qu'un point où il y a un minimum ou un extrémum local, ça annule la dérivée? On sait que ça marche dans R. Donc comment on fait la preuve, nous? Je vais juste en parler 10 secondes. On revient aux dérivées partielles en le faisant comme une limite d'une fonction réelle. Du coup, la fonction réelle, si elle admet un maximum, la dérivée s'annule en ce point. Et ça montre que le gradient, du coup, va forcément s'annuler. C'est juste ça qui fait qu'on généralise la notion de dérivée. Ou autre façon de le dire, c'est qu'encore une fois, l'annulation de la dérivée, ici, ça se fait coordonnée par coordonnée. Et coordonnée par coordonnée, c'est des fonctions réelles. On peut le voir comme ça. Ok, donc là, j'ai refait normalement ce que vous avez vu l'année dernière. Si je me limite à des fonctions de R2 dans R, on a refait maintenant avec ça le cours de l'année dernière. Vous n'avez pas vu l'année dernière les calculs de dérivées normalement partielles d'ordre 2. Vous vous êtes limité aux dérivées d'ordre 1. Donc, je vous ai parlé des dérivées partielles, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la matrice hessienne. C'est ce que je vous ai dit en disant une fonction de R2 dans R, il y a 4 dérivées partielles, et une fonction de R3 dans R, il y a 9 dérivées partielles d'ordre 2. Du coup, à chaque fois, en fait, les dérivées partielles d'ordre 2, on peut les ranger dans une matrice. Et plus qu'une matrice, la matrice sera symétrique. Parce qu'on a dit tout à l'heure que dérivée par rapport à x puis y, ou dérivée par rapport à y puis x, c'est exactement la même chose. Du coup, si on crée une matrice, et si on crée une matrice symétrique réelle, ça devient instantanément une matrice diagonalisable. Donc on va voir plein de choses là-dessus. Donc allons-y. Hop. Je vais la définir et on va faire des calculs de Hessienne. C'est ce que j'ai pas mis, mais on va en faire un. Alors, pas des Hessiennes trop compliquées, mais... Allons-y. Donc, la définition, c'est si une fonction est C2 de oméga dans R avec oméga un ouvert de Rn, mais l'important, c'est qu'on arrive dans R pour n'avoir qu'une seule fonction coordonnée à l'arrivée. On va appeler la matrice hessienne de F la matrice où on va mettre les dérivées partielles d'ordre seconde, où on va faire varier les indices de dérivée. On va dériver par rapport à xi, puis par rapport à xj, en faisant varier ij des deux côtés. Ce qui veut dire que la matrice est carrée, et c'est le théorème de Schwartz qui assure que la matrice est symétrique. Donc faisons un calcul, parce qu'on va en faire plein dans des exos de calcul de Hessienne, mais allons-y, faisons un calcul de dérivée partielle et de Hessienne. On a fait celui-là ce matin, par exemple. On a calculé la fonction qui était celle-ci, c'était xy plus yz plus... c'était xyz, pardon. Bon, non, mais je veux faire un truc plus simple quand même, parce que sinon ça va être lourd. J'avais fait xy plus xz, on avait fait cette fonction-là. Cette fonction-là, elle est clairement polynomiale, c'est pour aller vite là-dessus. Cette fonction-là est clairement polynomiale, donc pour moi, elle est clairement maintenant C2 sur R3, pardon, parce qu'elle est polynomiale. On avait calculé, je vais le calculer directement, gradient de f, c'était le vecteur colonne df sur dx, si je dérive par rapport à x, ça faisait y plus z, ça faisait x plus z, et ça faisait x plus y, vous êtes d'accord avec moi? Sachant que ça, je l'ai rempli en le remplissant avec du df sur dx, ça du df sur dy et ça sur du df sur dz. Donc allons-y, c'est nouveau. Remplissons la l'hessienne de f au point x, y, z. Donc ça va être une matrice 3, 3, donc 9 coefficients. Je vais quand même les noter d'un point de vue théorique, mais c'est long. Ici, je vais faire la dérivée de f par rapport à x2. Ici, je vais faire la dérivée de f par rapport à dx, dy. Ici, la dérivée de f par rapport à dx, dz. Du coup, puisqu'elle est symétrique, alors je vais l'écrire dans l'autre sens, mais ici c'est la dérivée de f par rapport à dy puis dx. Celle-ci c'est la dérivée de f par rapport à dy2. Ici ce serait la dérivée de f par rapport à dy, mais avant j'avais fait par rapport à dz.
Et ici, ce serait du d de f par rapport à dz dx. d de f par rapport à dz dy. Et ici, j'aurai d de f par rapport à dz2. Puisqu'elle est symétrique, je ne vais pas calculer les 9 coefficients. Hein. Je vais en faire que 6 et je vais dire que les coefficients hors diagonaux sont symétriques. Donc, je vais me lancer dans les calculs. Je dois redériver par rapport à x la fonction qui est là. Ça fait 0. Je dois redériver par rapport maintenant, si je veux faire en ligne, hein. Si je veux remplir en ligne cette matrice, je vais redériver par exemple cette dérivée-là par rapport à y. Ça fait 1 par rapport à z. Ça fait 1. On peut mettre les autres avec le théorème de... Oui, comme c'est symétrique, dès que j'ai mis des 1 là, je peux mettre les autres en colonne ici, ça fait des 1. Voilà la matrice hessienne de cette application. Alors, je vous ai donné un polynôme de degré 2. Vous êtes d'accord, tous les termes étaient des termes de degré 2. Du coup, il est complètement logique. Si vous dérivez une fois un polynôme de degré 2, c'est ce qu'on a eu ici, vous obtenez un polynôme de degré 1. Quand vous dérivez un polynôme de degré 1, vous tombez sur un polynôme de degré 0. Donc, c'est pour ça qu'elle ne dépend pas de xy. Mais je vais peut-être faire un calcul un peu plus compliqué, mais sur une matrice plus petite, parce que sinon ça va être long. Si je vous donne maintenant f de xy, celle de ce matin qui était... tiens, par exemple, je vais faire juste y cos x. Par exemple, pour faire une fonction simple, on a clairement que le gradient de f en xy, si je dérive par rapport à x, ça va me faire du moins y sinus x. Si je dérive par rapport à y, ça va me faire du cos x. Du coup, comme c'est une fonction de R2 dans R, sa hessienne, c'est une matrice qui est de taille de 2. Je vais un tout petit peu vite, j'écris d de f sur dx2, ici d de f sur dx dy, d de f sur dy dx, et ici d de f sur dy2. Et la hessienne, du coup, c'est je redérive en... Alors, je vais redériver en x qui se passe en x, donc je dois dériver moins sinus x, ce qui va me donner du moins y cos x. Ensuite, je vais dériver ça par rapport à y, ça va me donner du moins sinus x. La dérivée de sin? La dérivée de sin, c'est cos. Donc, il n'y a pas de nouveau de moins. Et juste remarquer quelque chose, si je dérive ça par rapport à y, j'obtiens bien moins sin. Si je dérive cos par rapport à x, ici, j'obtiens bien aussi moins sin. Enfin, même en dérivant les deux différemment, on retombe bien encore une fois sur le théorème de Schwartz. Et du coup, maintenant si je dérive ça par rapport à y, j'obtiens 0. Donc, juste pour vous montrer qu'une matrice hessienne peut dépendre complètement de x et de y. C'est pas obligatoire qu'elle soit indépendante de x et de y. Ceci est une autre matrice hessienne. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'on fait, enfin comment on remplit une matrice hessienne et comment on calcule des dérivées partielles d'ordre 2? C'est juste calculatoire, faut savoir le faire. Si on sait le faire, après il n'y a plus qu'à appliquer. À quoi ça sert cette matrice hessienne? En fait l'idée c'est de pousser. Ce qu'on a fait jusque-là, c'est qu'on a fait un dérivé. On a fait un DL à l'ordre 1 qui appliquait la différentielle. Si on veut pousser ce DL à l'ordre 2, forcément, si la différentielle était liée au dérivé partiel d'ordre 1, le développement limité à l'ordre 2, il va être lié au dérivé partiel à l'ordre 2 et va faire intervenir la hessienne, du coup. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est la formule à comprendre la plus importante de ce chapitre pour moi. C'est pour ça que je ne vous ai pas réécrit avec le gradient l'autre plus tard. C'est la formule de Taylor à l'ordre 2. Alors, on l'appelle juste formule de Taylor parce qu'on la verra qu'à l'ordre 2. Mais si une fonction est de classe C2 sur un ouvert, on peut toujours écrire que f de a plus h, ça s'écrit f de a, plus le produit scalaire entre le gradient et le vecteur h,
Et derrière, exactement comme la formule de Taylor où vous avez du 1/2 de f seconde de a fois h carré, on va aller multiplier par 1/2, on va multiplier la matrice hessienne par le vecteur h et on va aller en faire le produit scalaire avec h. Ce qui va bien nous donner du 1/2 des dérivées secondes fois toutes les dérivées en h. Ce qui va nous donner la formule qui est là, c'est-à-dire que le terme d'après du développement limité, c'est la somme sur i et j des hi, hj, d de f sur dxi, dxj. Si vous voulez pas être là, vous sortez de ma salle. Vous avez rien à battre de mon cours depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Je vous ai dit que le point le plus important du programme, c'était diagonaliser des matrices. D'après vous, on va faire quoi dans 5 minutes? Ah, mais vous savez faire. Mais si le contexte, c'est pas diagonaliser une matrice, mais c'est de calculer une hessienne et de faire ça et que vous savez pas le faire, tant pis pour vous. Donc, je disais, on peut écrire qu'une fonction de classe C2, on peut en écrire un développement limité à l'ordre 2. Et du coup, le développement limité à l'ordre 2, ça se fait en calculant le produit scalaire, notamment c'est la première qui m'intéresse moi d'un point de vue théorique, c'est en calculant le produit scalaire de la hessienne avec ça. Alors cette formule, elle m'intéresse juste qu'elle soit connue parce que c'est elle qui permet de comprendre toutes les propriétés qui suivent vis-à-vis des maximums, des minimums et du fait qu'on n'ait pas de maximum ou qu'on n'ait pas de minimum. Pourquoi ? C'est le cours de vos autres chapitres. Il n'y a pas de propriété qui utilise le plus des chapitres et de compréhension de plein de choses en maths que vous avez vues sur vos 2 ans pour moi. Je repars de cette formule. Et je veux essayer de voir comment cette formule peut me permettre de trouver des maximums ou des minimums. J'écris ça. Du produit scalaire de la hessienne de f en a fois h, pris en h, scalaire h, plus petit o de h carré. Ok ? Première chose que j'ai dit, si on cherche un minimum là où le gradient vaut 0. Donc ce point-là, enfin tout ça doit valoir 0. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce qu'on a dit, c'est que hf de a est une matrice symétrique. Si elle est symétrique, elle est orthodiagonalisable. Ce qui veut dire diagonalisable dans une base orthonormée. Je vais aller me placer, pour faire le calcul de ce produit scalaire-là, je vais aller me placer dans la base orthonormée. Soit, je vais l'appeler B1, je vais l'appeler E1, EN, la base orthonormée qui diagonalise HF. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Et donc, bien sûr, je note H, je vais le noter H1 jusque Hn, les coordonnées dans ma base B1, dans ma base de diagonalisation. Donc le produit scalaire qui est là, comment il va se calculer? Je vais aller calculer 1/2 de HFA scalaire H fois H. Ça va me faire tout simplement, si je le calcule comme coordonnée dans la base, ça va me faire le vecteur colonne H1 jusque Hn dans la base B1. Et là, je vais calculer l'image de la matrice, donc je vais transposer après. Mais je vais devoir transposer, et qu'est-ce que je vais mettre dans ce calcul de transposer? Je vais mettre ma matrice dans la base diagonalisée. Donc ma matrice dans la base diagonalisée, elle va s'écrire lambda 1, lambda n, et je vais aussi la multiplier par H1 jusque Hn. Du coup, ça va me donner à faire lambda 1 H1 plus, pardon, pas plus, excusez-moi, je vais trop vite, virgule lambda 2 H2 en ligne jusqu'à lambda n Hn. J'ai fait le produit matriciel qui est là et je l'ai transposé, ça donne ça, que je vais multiplier par la colonne H1 jusque Hn. Ça va me donner la somme des lambda i hi au carré pour i égale 1 à n. Et ça doit être égal à f de a plus h moins f de a.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Premier concept. Si tous les lambda i sont positifs, cette quantité-là est positive, f de a plus h moins f de a est positif, on a un minimum en A. Si tous les lambda i sont négatifs, cette quantité-là est globalement négative, f de a plus h moins f de a est négatif, ceci est, du coup, on va avoir un maximum en f de a. S'il y a des termes de signes, s'il y a des valeurs propres positives et d'autres négatives, instantanément, alors je suis déjà en train de faire des dessins, ça va être lié, on va les faire les dessins après, mais instantanément j'ai un problème, parce que du coup, si je prends h qui est juste collinaire, c'est-à-dire tous les hi nuls, sauf celui qui est lié à une valeur propre négative, bah du coup j'aurai une quantité négative, donc si je prends une direction qui est liée à une valeur propre négative, j'aurai en gros la direction d'un maximum, mais si je prends un autre h pour lequel c'est lié à une valeur propre positive, j'aurai une quantité positive, et du coup j'aurai l'impression d'avoir un minimum. Donc un peu comme le Pringles dont je vous ai parlé, j'aurai ni le maximum ni le minimum. Donc si les valeurs propres ont des signes différents, clairement, j'aurai pas de maximum ni de minimum. Le seul cas où je ne peux pas conclure, c'est s'il y a des valeurs propres nulles. Parce que du coup, il y a des termes qui disparaissent là-dedans. Et je sais pas, enfin, je peux faire le signe de ma quantité. Mais en gros, je ne pourrais pas conclure globalement selon toutes les directions. Parce que si je prends une direction qui annule par exemple, si la valeur propre lambda 1 est nulle, bah, le terme en H1 disparaît. Donc si je prends comme vecteur, quand je veux regarder le produit scalaire, si je prends le vecteur 1, 0, 0, bah ce terme-là donne 0. En gros, je ne sais pas, j'ai f de a moins f de a plus h moins f de a, qui vaut juste un petit O de h carré, et je ne sais pas ce qui se cache derrière ce petit O de h carré. Donc je ne peux pas conclure. Donc, s'il y a des valeurs propres nulles, je ne pourrais pas conclure. Mais si toutes mes valeurs propres sont strictement positives, je peux dire qu'il y a un minimum. Si toutes mes valeurs propres sont strictement négatives, je peux dire qu'il y a un maximum. Et s'il y a un mélange des deux, je pourrais dire qu'il n'y a ni maximum ni minimum. Ça représente les trois situations qu'on peut régler. Et maintenant, je vais juste faire la même formule, mais en dimension 2. Ce qu'on vient de dire est en dessin. Parce que je suis très bon en dessin, et vous le savez. Ce que je viens de dire, c'est qu'il existe une base orthonormée qui diagonalise ma hessienne. Vous êtes d'accord? Si je suis en dimension 2, ce calcul devient juste. En fait, c'est juste la somme. Enfin, je n'ai même plus besoin de faire de somme, il y en a deux. C'est lambda 1 h1 au carré plus lambda 2 h2 au carré. Alors, je vais faire un dessin en 2D. Bon, enfin, en 3D, je veux dire. Là, je fais l'axe suivant. Alors, E2, là je vais faire l'axe suivant E1, et du coup je vais mettre en ordonnée, on va essayer quand même de faire un truc un tout petit peu propre, je vais essayer de faire en ordonnée ma fonction, au voisinage du point A. Donc je me suis centré, c'est juste pour simplifier mon dessin, je me suis mis au voisinage du point A. Au voisinage du point A, ma fonction, c'est comme un polynôme de degré 2 en H1 et un polynôme de degré 2 en H2. Vous êtes d'accord? Donc, selon la direction du vecteur E1 et selon la direction du vecteur E2. Imaginons, je vais faire un premier dessin où lambda 1 et lambda 2 sont strictement positifs. Le fait que j'ai un polynôme à coefficient positif en H1, c'est comme si, quand je fais évoluer la direction comme ça, j'ai une parabole dans ce plan-là. Là, je suis dans mon plan tordu, là, j'ai une parabole qui est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je trace maintenant celle qui est en H2, c'est comme si j'avais une parabole dans ce plan-là. Et entre les deux, si je suis entre mes deux coordonnées, au milieu de mes coordonnées, ben, je prends un mélange des deux paraboles. Ce que je suis en train de créer comme surface quand je fais varier mes paraboles d'une à l'autre, je suis en train de créer un bol. Ouais, mon dessin est très mal fait, mais... Bon, là, voilà, mon dessin est très mal fait, mais je suis en train de créer... Est-ce que vous êtes d'accord que si je prends deux paraboles qui sont dans le même sens, c'est-à-dire positives, je crée
En les faisant tourner un peu, je crée un bol. Alors mon poly est bien mieux fait que ça, hein, comme je sais que je ne sais pas dessiner. Je viens de vous présenter la situation qui est ici. Si maintenant, alors je vais être clair, si maintenant mes deux valeurs propres sont négatives, je crée deux paraboles, mais qui ont la tête vers le, enfin, qui ont le maximum en haut. Je suis donc bien en train de créer ceci. Si j'ai une de mes valeurs propres qui est positive et l'autre qui est négative, je crée un Pringles. C'est ce qu'on appelle officiellement un point sel ou un point colle. On pourra l'appeler un point Pringles si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais ça crée un Pringles. Et vous vous rendiez pas compte qu'il y avait de la géométrie différentielle un peu technique quand ils font des Pringles quand même. On pourrait parler après de résistance des matériaux et le fait que ça le rend plus cassable. Et donc plus... Vous aimez mieux le croquer. Mais... Ah ouais, il y a de la technologie derrière le Pringles. Mais bref, est-ce que vous avez compris, enfin juste mon histoire de dessin selon les deux directions orthogonales dans la base de diagonalisation va nous faire dire si on a un maximum ou si on a un minimum. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que quand j'étais à votre place, on m'a pas fait les dessins et on m'a juste dit apprends par cœur. Quand les valeurs propres sont positives, c'est un minimum. Quand les valeurs propres sont négatives, c'est un maximum. Et quand il y a les signes constants, on peut pas conclure. Alors j'avais très bien retenu quand les signes sont pas constants, on peut pas conclure. Mais moi, retenir sans comprendre pourquoi, si c'est positif, c'est minimum, et si c'est négatif, c'est maximum, j'en suis strictement incapable. C'est-à-dire que vous me le demandez dans une demi-heure, je vais dire. Alors, quand c'est positif, c'est l'un des deux. Et quand c'est négatif, c'est l'un des deux. Si vous comprenez le sens d'une parabole à coefficient positif, elle est comme ça, et que les deux paraboles à coefficient positif sont comme ça, vous arrivez à tracer le bol, vous voyez que c'est un minimum. Si vous voyez que c'est deux paraboles à coefficient négatif, vous comprenez que c'est ça, et vous voyez le principe du maximum. Ok? Donc on va arriver aux propriétés de cours, mais les propriétés de cours, c'est juste ce que je viens de vous expliquer. Caractérisation des extrémums locaux. Si f est de classe C2, alors je vais la mettre de l'autre côté pour qu'on voit ce qu'on a fait. Hop. Donc si oméga va de Rn dans R de classe C2, A est un minimum local si et seulement si c'est un point critique et si la Hessienne en A est dans Sn++. Vous vous rappelez Sn++, chapitre 7, l'ensemble des matrices symétriques qui ont des valeurs propres strictement positives. Du coup, on a un maximum local si A est un point critique et si sa Hessienne et si moins sa Hessienne est dans Sn++, ce qui veut dire que ça n'existe pas, mais elle est dans Sn-. Elle est dans l'ensemble des matrices symétriques qui ont des valeurs propres strictement négatives. Alors j'ai fait des petites remarques. On a cette propriété-là de cours, c'est-à-dire que ça permet de déduire des maximums locaux ou des minimums locaux. Il n'existe aucune propriété mathématique qui permet de déterminer les minimums globaux et les maximums globaux. C'est pour ça que vous faites des études de fonctions de R dans R. On est obligé de faire l'étude pour se rendre compte. Ça n'existe pas. Du coup, il n'y a pas de méthode globale, ça va dépendre de l'exo, du contexte. Il y a certains exos où il va y avoir des inégalités évidentes, d'autres des inégalités compliquées qui vont être montrées par le sujet pour arriver à montrer derrière que c'est des inégalités, enfin des minimums globaux. Mais en gros, vous n'avez rien à savoir sur les minimums globaux, juste sur les minimums locaux. Dernière chose, si certaines valeurs propres sont nulles, on ne peut pas conclure. C'est-à-dire s'il y a des valeurs propres nulles, vous ne savez pas. Il y a peut-être un minimum ou un maximum, mais vous ne savez pas. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que si vous savez qu'il y a des valeurs propres positives et négatives, on a un point sel, on a un Pringles. Et du coup, vous pouvez conclure qu'il n'y a pas de maximum ou de minimum. Parce que dans certaines directions, c'est un maximum, et dans certaines directions, c'est un minimum. Mais si vous avez juste une matrice dans Sn+, c'est-à-dire toute positive, mais avec des zéros, vous ne pouvez pas conclure. Et il n'y a aucune théorie de cours qui vous permettra de conclure. Et pareil, si elles sont toutes négatives, mais avec des zéros, c'est ce qu'on veut vraiment pas avoir dans une Hessienne, on veut vraiment pas avoir de